Bonjour Joseph, merci de ta présence parmi nous. Tu étais venu en octobre 2025 dans le cadre du CISM, Semaine d'information sur la santé mentale, dans notre beau théâtre de Semur en Auxois, où nous avons, je dois dire, passé un bon moment de partage. Ce week-end, tu reviens donc parmi nous en toute intimité, enfin presque. Pour te présenter en quelques mots, je dirais que tu es philosophe, écrivain, autiste, militant pour la dignité et le droit des personnes autistes. Tu es auteur, entre autres, de nombreux ouvrages, dont Nos intelligences multiples, Voyage en autistan, Polyglotte, Voyageur invétéré, docteur, chercheur, diplômé de Sciences Po, et tu donnes des conférences et formations sur l'autisme un peu partout dans le monde. Je dirais pas mal pour quelqu'un qu'on a considéré inapte. Du coup, aujourd'hui, cet après-midi, nous allons chacun poser des questions. Ils sont tous adhérents du SPI. Chacun a préparé sa petite question à vous lui dire. Donc, on va se présenter une par une et poser la question. On va commencer par Christine. Tu te présentes et tu poses ta question. Bonjour. Bonjour. Alors, je suis la trésorière de l'association. Voilà. Et bon, je ne vais pas m'étaler plus. Hein, Tu dis ce que tu veux. voilà. Donc, je vais vous poser la question suivante. Comment percevez-vous les personnes non autistes? Et les personnes autistes, comment perçoivent-elles le monde? C'est un vague. Hein? Merci. Merci beaucoup pour vos deux questions. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. C'est vraiment très gentil. J'ai déjà beaucoup appris et j'espère que nous aurons de chouettes échanges cet après-midi avec les questions déjà préparées ou les questions improvisées. Les deux sont très bien. Voilà. Par rapport à vos deux questions, alors comment est-ce que les autistes perçoivent les non-autistes? Ça, c'est une question assez amusante. Hein. Il y avait, il y a quelques années, un site web qui s'appelait quelque chose comme le Centre d'études des troubles non-autistiques. Alors, c'était évidemment un site parodique, mais à moitié parodique, parce qu'au fond, on ne sait pas qui est bizarre, qui est anormal, qui est normal. C'est une question statistique, on peut le dire comme ça. Hein, c'est-à-dire que imaginez un groupe, un environnement où il n'y a que des personnes aveugles. Hein, si vous êtes la seule personne non aveugle, ben, vous serez en situation de handicap. Parce que, par exemple, la lampe a grillé il y a 20 ans et personne ne s'en est rendu compte, personne ne sait où est l'interrupteur. Puis, quand il s'agit question de manger, ben, eux, ils vont manger entre amis, quoi, alors que ben, des gens qui, voyants, quoi, hein, seront sales et dégueulasses très rapidement, quoi, hein, ben, pour vous dire un peu primant. Donc, le handicap est assez relatif. Tant que je dirais ce descriptif de l'autre reste amusant et plaisant, fort bien, on peut rire ensemble, mais il ne faut pas que ça devienne outrageusement méprisant, c'est tout un petit défi. Hein. Je suis assez inquiet parfois, il y a une tendance qui est venue entre autres les USA, quoi, hein, qui voit un peu chaque handicap comme une petite communauté fermée et le reste du monde est mauvais, quoi. Il y a ce genre d'approche-là. Il y a des gens qui vous diront dans l'autisme d'autres particularités que nous on est les biens et puis les autres c'est les méchants. Quoi, hein, voilà. Et donc c'est un peu ce qu'il faudrait éviter à mon sens. Hein. Sur ce fameux site Centre d'études des troubles non autistiques, il y avait toutes sortes de rubriques amusantes sur par exemple comment aider quelqu'un qui souffre de troubles non autistiques. Enfin, on peut le voir de cette façon-là. Mais globalement, les gens autistes vous diront que les gens non autistes socialisent beaucoup, quoi, hein. Et il y a quelque chose de particulièrement étonnant, c'est cette espèce de plaisir ou de joie que les non-autistes ont à, par exemple, manger ensemble ou socialiser ensemble. Ça, c'est toujours un petit peu amusant pour moi de tenter de comprendre pourquoi est-ce que les gens mangent ensemble, par exemple. Bon, ça c'est... Oui,
de là, d'ailleurs, on le trouve dans la langue. Hein, je veux dire, en français, le mot copain, quoi. Ou accompagnement, hein, c'est une histoire de pain, quoi, hein, à la base. Hein, donc, partager le pain, hein, ça fait soit le copain, soit l'accompagnement, soit d'autres verbes encore. Et donc, c'est assez curieux, quoi, hein, pour beaucoup de gens. Tu sais pourquoi il faudrait manger avec quelqu'un, quoi. Hein, voilà. Ah oui, c'est pas une chose que vous faites naturellement. Non, pourquoi il faudrait manger avec quelqu'un? Donc là, on vous a imposé quelque chose. Il n'y a pas, oui, il y a pas de, c'est pas une obligation douloureuse, au sens que ça fait plus de 20 ans que je suis militant associatif. Tous les jours, on me demande des choses, hein, donc il n'y a pas de problème, il ne faut pas s'inquiéter. Mais pour un enfant autiste, par exemple, c'est vrai que c'est une vraie question. Hein. Ou alors aussi quand les non-autistes disent, par exemple, se ressourcer. En fait, se ressourcer en général, ça veut dire socialiser avec des gens qu'on apprécie bien. Alors, parce que quand les gens non autistes sont crevés, quoi, eux, ils aiment bien socialiser, ça recharge les batteries. Quoi. Bon, vu d'une perspective d'enfant autiste, c'est incompréhensible. C'est plutôt l'inverse qui se passe chez beaucoup de jeunes autistes. Donc, il y a des divergences. Ou aussi une autre divergence que beaucoup de jeunes autistes soulignent, c'est la notion des petites discussions du quotidien. Beaucoup de gens autistes ne parlent ou ne communiquent que quand il y a une information particulièrement, centrale et scientifique à communiquer. Sinon, il n'y a pas de discussion autour de la pluie et du beau temps. Ça fait aussi une grosse différence. Voilà. Donc, ce sont des clichés ou des choses qu'on entend souvent. C'est pas faux nécessairement, mais ça fait partie un peu des clichés sur les non-autistes du côté des autistes. Tout comme par exemple, mais ce n'est pas le sujet du jour, j'ai toujours trouvé ça assez attendrissant de voir comment, par exemple, les aveugles perçoivent les non-aveugles, ou les sourds perçoivent les non-sourds. Voilà, c'est assez curieux, quoi. Hein, voilà. Hein, donc, mais bon, je pense que si on dit les choses de façon positive et amusante, on peut découvrir beaucoup de choses mutuellement. Donc, voilà. Sur cette perspective-là, ça va bien. Par rapport à votre deuxième question, si ma mémoire est bonne, c'était comment les autistes perçoivent le monde, cette question-là. Alors, c'est difficile de le dire en un mot, hein. Il y a des bibliothèques entières sur ce sujet-là, mais schématiquement, ce qu'on peut retenir, c'est que les non-autistes, dans la vision du monde, ont des filtres. C'est-à-dire, par exemple, si vous arrivez ici, dans cette pièce, dès les premières secondes, vous avez un filtre qui élimine la plupart des sensations sensorielles et n'en garde que certaines. Par exemple, vous entrez ici et typiquement, vous n'allez pas voir la structure du plafond. Par contre, vous allez regarder les visages. Il y a tel visage humain, le visage a l'air plutôt sympa. Ah, il y a quelqu'un que je connais. Donc, je n'ai pas de crainte à avoir, je peux rentrer. Vous avez par exemple ce type de réflexion. Donc, vous avez un filtrage qui a éliminé la structure du plafond, qui ne vous a pas permis de remarquer que, par exemple, telle fenêtre était ouverte et l'autre fermée. Donc, on sélectionne les infos, typiquement les infos sociales, et on les traite et puis on interagit ensuite. Alors que, par exemple, un enfant autiste, si vous l'amenez ici, déjà, il y aura tout un choc sensoriel et tout ça pour lui. Et il va, par exemple, observer la structure du plafond, ou alors il sera submergé par la quantité de détails parce qu'il n'a pas filtré l'élément qui était important, ou socialement important par rapport au reste. Donc, c'est une perception du monde avec beaucoup plus de détails, je dirais. Après, il y a beaucoup d'autres particularités, mais peut-être juste une. Toujours dans la perception du monde, c'est par rapport aux anticipations. Tout le monde a des anticipations. Si par exemple,
vous plaisantez avec des amis et que vous demandez un stylo et que l'autre fait un geste comme ça, bah, vous anticipez qu'on va vous lancer le stylo, quoi, hein, voyez. Donc, bref, il y a des anticipations, mais chez les gens autistes, les anticipations ne fonctionnent pas bien ou ne sont pas socialement adaptées. Donc cela crée une distorsion du temps, quoi, hein. Si par exemple je vous regarde et je vous dis quelque chose mais avec un ton de voix montant, quoi, hein, en fin de phrase, vous devinerez que je vous pose une question et vous êtes censé y répondre parce que je vous regarde pendant que je vous parle, hein. Mais la personne autiste ou l'enfant autiste n'a pas ce genre d'anticipation. Et donc, par exemple, l'enfant autiste va comprendre ce que dit l'autre, puis ne va rien dire, et puis un an plus tard, il va revoir la personne et là, il va donner une réponse. Ça peut être... Oui, parce que la perception du temps n'est pas la même, quoi, hein. Et avec l'urgence, par exemple, il faut répondre aux questions ou ne pas y répondre. Et donc, il y a tout ce décalage autour de la perception des détails, le non-filtrage, il y a toutes sortes de différences dans la perception du temps, il y a beaucoup de différences aussi en termes de centre d'intérêt. Normalement, les gens autistes ont un centre d'intérêt spécifique très particulier qu'ils dédient quasiment toute leur vie. Non? Chez les non-autistes, il y a aussi des centres d'intérêt, mais souvent ça relève de la socialisation, par exemple, des effets de mode, je m'explique, par exemple, tout le monde autour de vous s'intéresse au foot, quoi, hein, et donc vous allez aussi vous y intéresser parce que les autres le font, et puis je ne veux pas avoir l'air ridicule, et puis, enfin, il y a ce genre de réflexion, alors que l'enfant autiste a... Non, quoi. Mais bon, pardon, je suis un peu trop long, mais peut-être un détail supplémentaire qui peut être amusant, c'est au niveau de la magie ou de la prestidigitation, quoi. C'est assez intéressant d'observer que chez beaucoup d'enfants autistes, ça ne fonctionne pas, quoi, les tours de magie, quoi. Ou plutôt le truc ne fonctionne pas parce que ils perçoivent le truc caché, quoi. Alors, je ne suis pas magicien, mais je vais vous donner un exemple. Ça sera très mauvais parce que je ne suis pas magicien du tout, hein, mais imaginez, imaginez je suis magicien. Donc, j'ai un objet, on va dire ce stylo, hein, et donc, voilà, je vais vous dire, enfin, les magiciens, ils ont tout un discours, mesdames, messieurs, regardez ce stylo, il est beau, il est là, voyez-vous, le voyez, venez le toucher, il est bien là, on est d'accord, je tiens bien ce stylo, et tout ça, il y a tout un petit discours, puis soudainement, il y a par exemple un bruit qui se déclenche, hein, tout à fait dans un coin, parce que lui, il déclenche, évidemment. Donc, à ce moment-là, tous vos regards seront concentrés sur un bruit. Pendant ce temps-là, il cache le... Voilà. Et ensuite, le stylo, il a disparu, quoi. Sauf que ça repose sur un fonctionnement non autistique. Si vous entendez un bruit, vous regardez, quoi. Mais l'enfant autiste, il ne va pas avoir ce geste, enfin, il ne va pas détourner le regard, donc il verra bien que le magicien est en train de cacher le stylo, quoi. Hein, voilà. Bon, c'est un peu simple ce que je vais dire, mais voilà. Hein, donc la perception du monde peut être assez différente. Qui a raison, qui a tort, c'est une question de point de vue, mais c'est amusant de voir les différences. Alors, si on veut poser une question à un enfant autiste, on peut lui dire j'aimerais avoir une réponse de suite. Bien sûr, c'est beaucoup voilà, comme mieux. ça on n'aura pas dans. Voilà, mais vous pouvez lui dire que c'est une question qui s'adresse à vous ou à toi, s'agissant d'un enfant, et qu'on attend une réponse parmi ou par nous, par exemple. On attend la réponse. Tout à fait, oui. Plus on est clair et net, mieux ça ira, ça c'est sûr. Le vague, le flou, le sous-entendu. Oui. Oui, parce que nous, des fois aussi, on pose des questions et selon notre intonation, ça peut orienter vers une réponse. Voilà. Alors que. C'est ça. Voilà.
L'intonation, c'est le genre de message qui ne passe pas. Ouais, je comprends. Ou alors les questions très vagues, l'enfant par exemple revient à la maison et les parents lui disent ah mon chéri, bon il ne s'appelle pas mon chéri mais il faudrait qu'ils comprennent que c'est lui qui est visé. Mon chéri, c'était comment à l'école aujourd'hui? Bonne question. Très compliqué. La question est très très vague. Oui, c'est trop Très vague. très vague. C'est impossible de répondre à ce genre de questions. Voilà, le fameux comment ça va. Donc là, on peut apprendre une réponse stéréotypée, mais la réponse ne dit rien. Donc c'est compliqué. Oui, tu te sens pour poser la question? Tu te Je présentes? m'appelle Julie. J'aurais voulu savoir, pensez-vous que l'école valorise suffisamment les profils atypiques? Non. Ici, la réponse est malheureusement très simple. Il y a, je crois, une différence entre schizophrénie et autisme, c'est que la schizophrénie commence en principe un peu plus tard dans la vie. Donc la question de l'école se pose un peu autrement. Même si j'ai cru comprendre que chez les personnes qui seront schizophrènes plus tard, il y a des fois un ensemble de traits. Il y a toute une discussion, je crois, la personnalité schizoïde, est-ce que c'est vrai ou faux? Je suis curieux d'avoir votre opinion là-dessus. Mais dans le cas de l'autisme, c'est un peu l'inverse, parce que c'est particulièrement flagrant dans l'enfance. Parfois à l'âge adulte aussi, mais en général un peu moins. Voilà. Et donc la question de l'école est cruciale parce que c'est là qu'on se fait éliminer. Disons que le parcours, le vécu d'un enfant atypique ne correspond pas par définition au parcours d'un enfant, on va dire, statistiquement moyen. Sauf que l'école, les programmes de l'école ont été façonnés sur un enfant, on va dire, d'un moyen statistique. On a des tableaux de développement, à 6 mois il fait ça, à 10 mois il fait ça. Ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire très peu de choses à mon avis. Donc, dès lors que vous avez un développement différent, on dira que vous êtes inférieur. Parce que vous êtes bête, ou en retard, voilà. Et donc l'école perçoit toujours les choses sous ce prisme-là de la hiérarchie et de l'infériorité. Et l'école, c'est une machine à hiérarchiser les enfants. Ça, c'est toujours, je trouve ça très bizarre. Bon, après, c'est un vrai choix de société. Ça fonctionne qu'en France ou ça fonctionne? Non, ça fonctionne un peu partout, mais c'est vrai, je crois qu'en France c'est particulièrement marqué. Dans certains pays scandinaves, la première note que reçoivent les jeunes, c'est à l'université. Il n'y a pas de note avant l'université. Et là, une petite chose amusante, c'est qu'en français belge, la note, le mot note existe aussi, mais il n'a pas le même sens qu'en France. Par exemple, à l'école ou à l'université en Belgique, une note, c'est une annotation. Par exemple, si j'écris ici c'est une note. Mais c'est pas 16 ou 14. Donc, c'est une différence de vocabulaire amusante, mais qui peut révéler aussi des choses. Et donc, je crois que l'école devrait non pas être obsédée par le tri, par la hiérarchisation, mais l'école devrait plutôt essayer de mettre en valeur les compétences de telle et telle personne. Et pour moi, le verbe évaluer, c'est ça. Pour moi, évaluer, ça veut dire mettre en valeur. C'est comme ça que je comprends. C'est plutôt... L'inclusion, c'est quand même mieux que des structures adaptées
Ah, ça c'est une vaste question quoi, hein, avec toutes sortes de points de vue contradictoires. Il y a en un mot, hein, l'inclusion a au moins un avantage et un inconvénient. Quoi, hein. Un avantage majeur qu'a l'inclusion, c'est que si vous fréquentez dès le plus jeune âge des gens qui ont tel et tel profil, vous allez vous y habituer à cette présence. Hein. Donc vous aurez une forme d'outillage personnel pour savoir comment gérer ou fonctionner avec telle ou telle personne. Vous allez vous dire, ah mais c'est comme un tel quand j'étais en CM1. Donc ça c'est le gros plus de l'inclusion. Je veux dire, pardon, désolé. Il y a un gros moins, quoi. Je crois c'est que dans certains cas, le mot inclusion est compris par les responsables politiques comme on va couper les budgets, quoi. On va supprimer les crédits. Hein. Et donc, ça c'est parfois le côté calamiteux quoi, hein, de l'inclusion lorsque très concrètement vous êtes prof, vous vous retrouvez face à par exemple 35 élèves et puis c'est ingérable. Et donc ça vire au désastre. Donc c'est comme tout, hein, l'inclusion. Il faut savoir exactement ce que l'on vise, quels moyens on a, hein, et comment on va concrètement pratiquer. Je pense qu'il ne faut pas être doctrinaire. Les gens très dogmatiques, notamment en matière de handicap. On disait que l'inclusion, elle devait se faire essentiellement par les gens qui sont concernés, alors que finalement, tout ce qui est au niveau du handicap, elle n'est prise en charge que par des bureaucrates qui ne connaissent pas forcément le handicap. Donc du coup, comment on peut faire de l'inclusion, tu es d'accord avec moi, alors qu'on ne connaît pas le handicap, l'autisme, la schizophrénie, la souffrance psychique. Tout ça c'est pris dans des sphères administratives et les personnes qui sont eux-mêmes concernées ne sont pas écoutées. Donc du coup, c'est vrai que l'inclusion est compliquée du moment que celui qui est concerné n'est pas inclus dans le bon vouloir de l'inclusion. Enfin, voilà. Oui. Merci. Si je me permets d'ajouter juste un mot. Aujourd'hui, je crois que vous le savez, il y a très peu de gens qui veulent devenir profs. C'est pas comme il y a quelques années, ça a drastiquement changé, il n'y a plus de nouveaux profs, on doit bricoler avec des contractuels, trouver Dieu sait où, et voilà, qui restent 3 semaines et puis se cassent ensuite. Et donc, j'ai la douloureuse surprise de rencontrer régulièrement des jeunes adultes en situation de handicap, par exemple en fauteuil roulant, qui ont fait des études pour devenir prof, qui ont même parfois réussi le concours, mais qui n'ont pas été admis. Avec l'argument, oui, mais si votre classe est au premier étage, vous en fauteuil roulant. Et j'en connais, je connais très directement des gens. Et je trouve ça très triste. Un énorme gâchis. C'est ce que je disais à quelques instants, c'est que s'il y avait davantage de profs en situation de handicap, on aurait pu faire une espèce de diffusion spontanée des bonnes pratiques. Est-ce que les enfants atypiques souffrent à l'école? Alors, très bonne question. Alors, la réponse est oui, mais il faut savoir pourquoi ils souffrent. En fait, ils ne souffrent pas sur le plan métaphysique, si j'ose dire. C'est pas quelque chose de cosmiquement donné, quoi. Hein. Quand souffrance il y a des paramédias précis. Hein, et donc, on va prendre un exemple. Donc, avant, on ne parlait pas, maintenant, on commence à en parler, c'est le harcèlement scolaire. Je suis très content qu'on commence à en parler.
on devrait encore davantage le mettre en lien avec la différence ou le handicap. Si on sait gérer ces questions de harcèlement, c'est possible de gérer le harcèlement sans de l'éliminer, je veux dire, on peut créer un environnement bien plus accueillant, quoi. Mais il faut le faire. Il y a une façon de mettre fin au harcèlement scolaire ou de le minimiser du moins, quoi. Si on ne le fait pas, la personne sera en souffrance, la fameuse souffrance. Mais là où je suis très très mal à l'aise, c'est lorsque on va essayer de dire « Ah, vous voyez, il est en souffrance, il serait mieux ailleurs. » Oui, c'est tout de suite remettre les choses. Voilà. Donc, si l'enfant, tel enfant différent est en situation de souffrance, c'est-à-dire que nous autres adultes, nous avons failli à un niveau ou à un autre. Et c'est à nous d'essayer de corriger nos erreurs, et pas d'exclure l'enfant. Ça, c'est vraiment nul comme attitude de devoir exclure un enfant différent parce que il est victime de harcèlement ou parce que il y a telle chose qu'on n'a pas vu. Bon, peut-être si on a le temps, après on peut parler du harcèlement éventuellement parce que c'est un très beau sujet, je trouve, très, très important. Donc oui, on peut faire, à mon avis, une école où l'enfant ne sera pas dans souffrance. L'enfant autiste ou l'enfant, il y a encore d'autres. Moi, j'avais un petit garçon qui avait une agénésie du bras gauche. Oui. Et dès le début de l'année, je l'ai présenté et j'ai expliqué. Pendant les 3 premiers jours, la moitié de la classe s'est écartée de lui, il ne voulait pas s'asseoir à côté de lui. Et petit à petit, les uns après les autres, ils sont venus, ils ont touché son bras, ils ont vérifié que ça risquait rien. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. Et ils sont habitués. Et après, moi, c'est moi qui ai appris à faire de la trottinette. Donc, j'ai couru pendant je ne sais pas combien de temps dans la cour. Après, on a appris à faire de la bicyclette. Et le soir, il est rentré chez ses parents en disant « Je sais faire du vélo, je sais faire du vélo ». Et voilà, et c'était devenu magique, quoi, parce que... Et puis après, il a essayé d'écrire, c'est pareil, on a trouvé des trucs pour essayer d'écrire, et c'était de la valorisation positive. Et j'ai toujours valorisé de façon positive, et c'est ce que mes collègues me reprochaient. J'ai dû toujours faire reprocher ça. Donc quand il arrivait dans le primaire, c'était dur, mais je me suis battue contre ça. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident, parce que nos collègues ne sont pas formés pour faire ce genre de choses. Et c'est dommage. Et c'est très dommage. Moi, je viendrais bien poser une question. C'est une question. Voilà. Je suis épatée de votre parcours et j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour que vous arriviez où vous en êtes aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est une grande victoire sur cette maladie, sur... Merci, c'est gentil de vous intéresser à nos petits cas particuliers. Alors, il y a plusieurs éléments possibles, mais je me contenterai de mentionner un. C'est que j'ai bénéficié d'une sorte de prime du quasi premier arrivé. Je m'explique. Il y a quelques temps, c'est pas si vieux que ça, l'autisme était à peu près inconnu. Dans le monde en général, dans le monde francophone entre autres. Et donc les associations qui existaient déjà à l'époque, quand elles devaient faire un événement ou un colloque ou quelque chose comme ça, elles ne trouvaient pas d'adultes autistes qu'on pouvait faire venir à l'événement. Et donc ça tombait sur moi, quoi.
Et donc j'étais devenue une sorte de tarte à la crème au sens d'invité récurrent, quoi. Hein. Et c'est comme ça qu'on m'a poussé, peut-être brutalisé selon les fois, pour aller, par exemple, apprendre à voyager, apprendre à aller à un colloque, apprendre à... ouais. Et aussi, il y a eu des années amusantes, c'était, par exemple, une vingtaine d'années en arrière, quoi. Hein. Il y avait déjà des ressources un peu sur l'autisme, tout était américain ou en langue anglaise. Et donc, quand par exemple on essaye de traduire, on essaye de créer des grilles d'évaluation autres qu'américaines, en fait ça tombait toujours sur moi. Et donc, on m'utilisait comme une sorte de hamster de Kobe pour paramétrer les grilles. Et à un moment donné, je crois que j'étais l'un des gens les plus suivis, quoi. Hein, je ne sais plus combien de psychiatres et de je ne sais pas qui d'autre me suivaient. C'était assez hilarant, quoi. Hein. Bon, le monde a changé, hein, c'est plus du tout le cas aujourd'hui comme ça. Hein, mais je crois que j'ai un peu bénéficié de cette prime du quasi premier arrivé, quoi. Il y a ça. Alors, bon, il y a aussi tout un prix à payer. Hein. À la base, je ne voulais pas être militant associatif à temps plein. Hein. D'ailleurs, ça n'existait pas comme activité professionnelle hein, il y a quelques années. Quoi. Hein. Mais c'est simplement, ça s'est passé comme ça. On m'a, disons, orienté plus ou moins gentiment quoi, dans une certaine activité qui, au fond, est fort plaisante. Mais vous voyez, il y a un effet de surentraînement, si j'ose dire. Il y a un effet de surentraînement chez moi sur certaines activités. Hein, quand vous faites une activité tous les jours, je ne sais pas, 14-15 heures par jour, pendant des décennies, vous finirez par avoir une certaine pratique. Hein. Mais vos autres compétences ne sont pas forcément proportionnelles. C'est-à-dire, évidemment, quand il y a un événement sur le handicap et que on me demande d'aborder je ne sais quel sujet, oui, je l'ai déjà fait beaucoup de fois. Hein, donc, il y a un surentraînement. Mais si vous me croisez, hein, par exemple, à la gare avec ma valise, je sais peut-être beaucoup moins fonctionnel qu'il n'y paraît. Hein, donc il y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire, il y a beaucoup de... je ne dis pas pour me plaindre, hein, mais il ne faut pas croire que je sois compétent, tout c'est pas du tout vrai. Quoi. Hein. Peut-être je vais le dire par une phrase amusante, hein, il faut prendre comme une plaisanterie, hein, mais je crois que je suis le seul ancien conseiller ministériel de France qui ne sache pas faire un nœud de cravate. Il ne soit jamais allé chez le coiffeur, il ne sache pas conduire une voiture, qui est vécu chez ses parents jusqu'à leur décès. Et est-ce que je dois dire la suite qu'il ne soit jamais allé voter. Je ne suis jamais allé voter, par exemple. Ce qui peut être un peu gênant. Voilà. Mais bon, bref. Donc, il y a certaines choses que je sais à peu près faire, mais il y a beaucoup d'autres choses que je ne sais pas faire. Oui, oui, non, n'imagine pas. Mais bon, chacun a son profil. Oui, c'est ça. Pour les autistes, il y a autant de profils que les Chez les personnes schizophrènes, il y a aussi C'est ce que je disais, qu'il y a des schizophrènes qui ont des schizophrénies. Voilà. Et inversement, donc en fait, Quelque part, je dis, en fait, c'est des stimulations. En fait, ça a été une stimulation dans un domaine. Donc, un autiste, ce qu'il faut, voilà, c'est ça. Le fait La stimulation dans Vous avez parlé comment, à partir de quand? Oui, alors ça c'est un autre sujet. Hein. Le retard du langage est très typique hein, dans l'autisme, c'est quasiment une marque de fabrique. Alors, dans mon cas, comme dans le cas d'un pourcentage assez fort de gens autistes,
je savais lire et écrire avant de savoir parler. C'est pas très mystérieux parce que, par exemple, dans l'alphabet latin, il suffit de décoder quelques signes et puis ça y est, vous pouvez lire. Ce qui n'est pas si compliqué que ça quand on a une mémoire visuelle à peu près fonctionnelle. Par contre, parler, c'est très compliqué parce qu'il y a toutes sortes de petits muscles à actionner parce que il y a des situations sociales à gérer. C'est très compliqué de parler. Donc, j'ai commencé à parler quand j'avais à peu près 6 ans. Et encore, en fait, c'est tout simplement parce que mes parents avaient un magnétophone, quoi. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui. Mes parents avaient un magnétophone, et puis là, forcément, il y a des petits trucs qui tournent, ça attire les enfants autistes. Et donc, je faisais tourner une certaine cassette, et j'essayais de pasticher les sons là après l'autre. C'est pas glorieux, quoi, mais bon, un peu laborieux comme apprentissage. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore d'orthophoniste spécialisé autisme. Ça commence à se développer, c'est notre objectif militant d'ailleurs. Je suis toujours plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Comment on dirait pas? C'est-à-dire parler devant une grande assemblée, c'est facile parce que vous déroulez votre script, mais un dialogue face à face, improvisé, c'est difficile. C'est pas évident, c'est très compliqué. Par écrit, c'est plus simple. Nathalie. Alors, la différence avec l'âge, la prise de conscience avec l'âge de l'autisme. Très bonne question. En général, les enfants, quelle que soit leur particularité, remarquent très vite qu'ils sont différents. Ce qui manque, c'est le label, on va dire, correct ou scientifique. Donc, quand il n'y a pas d'explication, ou pas de label, ou pas de sens précis, on en reste aux insultes, quoi. Parce que les autres enfants, eux aussi, ils veulent comprendre pourquoi la Terre n'est pas comme nous. Donc, on va trouver toutes sortes d'insultes, voire de mots qui vont devenir des insultes. Et donc, c'est pour ça que, à mon avis, il ne faut pas chercher à passer sous silence. Il ne faut pas faire semblant que l'enfant est comme les autres quand il est manifeste à tout le monde et à lui-même. Dans notre génération, on nous obligeait à être comme les autres. On n'écoutait pas vraiment nos différences. Dans les années 60, 70, on ne s'occupait pas de cette différence. Il fallait automatiquement se conformer à ce qu'on attendait de nous. Et c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on avait de la différence et qu'on ne s'est pas occupé de cette différence. C'est ça. Alors, par exemple, quand on disait